Dans ce spectacle, In Vigno Veritas, tu dégages une énergie assez folle. Moi, ça m'a donné l'impression que tu étais 100% alignée avec l'artiste que t'es, la femme que t'es. Quand on est plus positif dans la vie, elle est plus positive, on est plus heureux, on est meilleur. Quand j'ai perdu mon père, je me disais, bon, faut que je trouve un truc positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif à la mort de son père? Moi, je vois des signes de lui, je le ressens. J'ai subi 2 agressions sexuelles, un viol. J'ai décidé de sortir quelque chose de positif et de me dire, ma parole va servir à quelque chose. Et ça voudrait dire que ces horreurs-là n'ont pas servi à rien. Bonjour Caroline. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans le portrait. Tu es actuellement en promo pour ton One Woman Show In Vigno Veritas, qui est en tournée dans toute la France et au Grand Rex du 20 au 22 mars 2025. Il y a la billetterie en ligne, donc je conseille à tout le monde d'y aller. Ce qui est important dans ce spectacle, on en parlait là quelques minutes avant l'interview, c'est que tu te produis toute seule et ça a impliqué pas mal de stress certainement et aussi de sacrifices et d'acrobatie. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu t'organises justement ? Avant, j'avais juste le stress de la comédienne, de l'interprète qui vient avec son texte et qui espère que ça va marcher. Et maintenant, j'ai toujours ce stress, mais j'ai rajouté un autre stress qui est un stress financier, puisque pour louer une salle de théâtre, il faut la réserver 1 an à l'avance. Et donc, le Grand Rex, c'est une grosse salle, il y a 3000 places, donc fois 3 soirs, ça fait 9000 places. Donc, tu payes 1 an à l'avance la location de cette grande salle et tu te rembourses avec la billetterie. Et pour payer cette salle, il faut faire un emprunt. Et donc, en espérant que ça va marcher. Et ça marche pas, comme j'ai mis la maison que j'ai héritée de mon père en gage, tu perds la maison. Donc, c'est toujours un vrai stress, en plus du stress, j'ai envie de te dire, de la comédienne, quoi. Je te pose la question parce que parmi nos spectateurs, il y en a pas mal qui sont intéressés par le changement de vie, comment devenir son propre patron, comment vivre de sa passion. Du coup, on va en parler tout au long de cet entretien. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'être aujourd'hui ta propre patronne, de gérer tout avec le stress que tu as décrit, mais il y a aussi... Liberté. Voilà. La liberté. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la liberté. Donc, j'ai toujours eu du problème avec les contraintes, toujours eu du problème avec l'ordre, j'ai su très vite que je pouvais pas être salariée, parce que j'y arrivais pas, en fait. J'avais besoin de cette liberté. Et puis, je pense que la clé, c'est que moi, petite, j'étais trop turbulente, trop. Aujourd'hui, on dirait hyperactive. À l'époque, on disait chiante, mal éduquée. Et j'étais en souffrance parce que ce côté exubérant, c'est trop d'énergie, j'ai envie de faire des trucs. C'était pas la bonne place, en fait. C'est juste ça. Et aujourd'hui, sur scène, c'est tout ce qui était trop est chouette. Et en fait, c'est ça que je dis aux gens. C'est pas parce que tu te sens mal là où t'es, ça veut pas dire que c'est toi qui es le problème. C'est juste que c'est peut-être pas au bon endroit. Et non seulement, donc, je me suis lancée d'abord dans l'écriture et la mise en scène de mes spectacles. Et aujourd'hui, avec la production, c'est comme si je mettais la dernière touche à cette liberté. Alors, c'est énormément de boulot, faut dire la vérité aux gens. C'est pas juste, tu te produis, c'est cool, t'es libre. Oui, c'est-à-dire que moi, le matin, je suis une entrepreneuse et l'après-midi, je suis une artiste. Et avant, j'étais une artiste toute la journée. Donc, il y a un moment où, oui, il faut parler facture, il faut parler location de ça, assurance de machin, comment on fait, avec qui on confie ci, comme ça, on a un problème sur telle chose. Donc, c'est un vrai boulot en plus du boulot artistique. C'est pour ça que beaucoup d'artistes ne veulent pas, ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont pas capés pour, parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils veulent être complètement artistes. Et parfois, je dois le dire, parfois c'est aussi énervant, parfois je me dis, j'ai envie d'écrire là, je le sens, mais non, j'ai une urgence avec une facture, il y a un problème, il faut gérer. Et puis après, il y a aussi le fait que je me suis entourée de plein de gens formidables et qui font que la société fonctionne. J'ai même une salariée, ce qui est toujours très, très chouette parce que je suis hyper fière que mon travail ait créé un salaire pour que fasse vivre une personne. Et pas qu'une, parce qu'elle est salariée, mais on travaille avec d'autres personnes, avec d'autres boîtes en fait. Donc voilà, c'est une petite économie et ouais, c'est très très bien. Alors je sais pas si c'est le fait que tu te produises seule ou pas qui fait ça, mais c'est vrai que dans ce spectacle In Vigno Veritas, tu dégages une énergie assez folle, tu rayonnes, tu cries, tu dénonces, tu rigoles, tu bouges dans tous les sens. Moi, ça m'a donné l'impression que tu étais 100% alignée avec l'artiste que t'es, la femme que t'es aujourd'hui. Est-ce que ça t'a pris du temps pour accéder à ce stade-là? On se pose toute la question en tant que femme, bon, en tant qu'homme aussi, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on a tellement de périodes dans notre vie, la
puberté, l'adolescence, quand on commence la vie active, quand on se marie ou pas, quand on a un enfant, quand on fait le choix d'en avoir ou pas, la ménopause, etc., etc. Il y a énormément de caps. Et quand on arrive à être aligné, enfin en tout cas comme ça transparaît comme ça, j'ai bien envie de savoir si c'est le cas et voilà et quel chemin t'as dû parcourir. Moi déjà, il faut le savoir, c'est que je suis quelqu'un depuis toute petite très heureuse, de façon générale. J'ai choisi d'être heureuse et le bonheur, malgré les difficultés que j'ai croisées dans ma vie. Et comme toutes les femmes ou les hommes, on a des difficultés. Et j'en ai eu des sévères. Mais malgré tout, j'ai fait le choix d'être heureuse. Comment ça, j'ai fait le choix? C'est-à-dire comment on se programme? C'est tout con, mais quand il t'arrive un malheur, quel qu'il soit, tu peux t'effondrer ou aussi te dire « Ok, je vais essayer de trouver quelque chose de positif dans cette situation. » Et parfois, ça paraît vraiment impossible. Et pourtant, on peut toujours trouver. Quand j'ai perdu mon père, je me disais, bon, il faut que je trouve un truc positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif à la mort de son père? Mais c'est impossible de trouver ça. Et je me suis dit, maintenant, je vais être tout le temps en lien avec lui. Donc avant, il fallait que je l'appelle. Des fois, j'avais pas le temps avec le boulot et il passait des semaines sans qu'on se parle. Maintenant, on se parle tous les jours. Alors les gens vont me trouver folle. Non, pas forcément. Mais moi je vois des signes de lui, je le ressens, je porte sa gourmette toute la journée, donc il est avec moi. Des fois je lui dis, papa, il faut que tu m'aides là sur ça ou ceci. Donc voilà, j'ai essayé, et c'est pas évident. J'ai subi 2 agressions sexuelles, un viol dont j'en parle dans le spectacle. J'ai décidé de sortir quelque chose de positif et de me dire, ma parole va servir à quelque chose. Et ça voudrait dire que ces horreurs-là n'ont pas servi à rien. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit. Vous savez, c'est la fameuse histoire du verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Il est à moitié vide, il est à moitié plein. Les deux sont vrais. À toi de choisir ce que tu vas décider de faire de ta vie. Et en fait, quand on est plus positif dans la vie, elle est plus positive, on est plus heureux, on est meilleur, on apporte de l'énergie positive aux autres. Donc moi sur scène je la dégage cette énergie positive parce que j'ai besoin de la dégager, parce que j'ai envie de rendre les gens heureux. Moi j'ai envie que dans la salle, quand les gens ils voient le spectacle, ils sortent avec une banane pas possible. Alors après, dans mon spectacle, c'est ma façon de faire rire, c'est sur il y a du fond, on apprend des choses. Mais pour autant j'ai choisi humoriste, c'est-à-dire que moi ce que je veux faire dans la vie, c'est faire rire les autres. Parce que j'ai besoin de rire et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le rire dans la vie. Je trouve ça magnifique. En tout cas, oui, forcément, on entend des rires à gorge déployée tout au long du spectacle et c'est très agréable. Tu dis que tu reçois des signes de ton père et que tu les suis. Alors, je te pose la question, personne ne te prend pour une folle ici. Il y a quelques mois, on a interviewé David Hallyday qui m'a dit exactement la même chose sur son père, Johnny, quand il composait un album et qu'il ressentait des signes. Donc, tout va bien. Comment ça se matérialise, enfin, si ça se matérialise et en quoi ça t'aide à avancer dans tes projets, si ça t'aide? Ça m'aide, d'abord ça me réconforte parce qu'il me manque, donc ça comble le manque. Je le dis souvent, je parle du décès dans mon spectacle parce que je voulais parler aux gens qui vivent ce que j'ai vécu, c'est-à-dire un deuil. Un deuil pour moi qui a été très violent, il m'a fallu des années vraiment pour accepter. Je suis passée par la souffrance bête et méchante de l'annonce, du désespoir, par la colère aussi, pourquoi mon père, et pourquoi pas un autre, et puis c'est trop tôt, et puis voilà, et vraiment une colère que j'ai dû apprendre qui a dû passer. Et puis ça a été violent, tu as été hospitalisée, tu t'es effondrée littéralement en sortant de scène, etc. Non, je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, pour une raison très simple, c'est que mon père était mon moteur. C'est-à-dire que j'avais pas des relations apaisées avec mon papa, de fille-fille, pas du tout. Mon père et moi, c'était comme ça tout le temps. Mais du coup, je voulais lui prouver que j'étais capable, je voulais prouver que je pouvais faire ci, je voulais lui prouver qu'il avait tort, je voulais, par rapport à lui. Et donc, c'était mon moteur. Donc, quand il est parti, je me suis retrouvée sans moteur. D'un seul coup, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout, il y a une sensation d'inachevé. Il m'a jamais dit qu'il m'aimait et je voulais arriver à ce moment où j'allais être tellement bien, tellement faire les choses bien qu'il allait me dire qu'il m'aimait. Comme si, avec le recul, ça me fait marrer d'essayer de penser ça n'a rien à voir. Mon père m'a pas dit qu'il m'aimait parce qu'il ne pouvait pas me le dire. Parce que l'éducation que lui a reçue ne lui permettait pas de pouvoir le dire. Mais il faut du temps pour le comprendre. Comment on se construit? J'ai beaucoup de gens qui nous témoignent parfois après des interviews quand on parle des relations avec les parents, parfois dures, alors là pas forcément conflictuelles, mais peut-être pudiques. Comment toi tu t'es construite justement avec un papa comme ça qui te dévoilait pas ses sentiments et à qui tu voulais prouver quelque chose? Parce que ça peut être qui tout double en fait, soit on n'a pas du tout confiance en soi à l'âge adulte, soit finalement ça renforce et on a une sorte de gagne et puis on a envie d'avancer. Très clairement, ça a été... Ma sœur est plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin comme tu le disais tout à l'heure,
un peu timide et réservée, et moi pas du tout. Et je pense que ça m'a construit, ça m'a mis un caractère qu'on appellerait un caractère de merde, voilà. Mais qui m'a permis de savoir dire non, de savoir dire stop, de m'imposer, de ne pas avoir peur. Mon premier stage, j'en parle souvent parce que ça a fait marrer les gens, mais mon premier stage, quand mon patron me dit on va aller dîner ensemble ce soir et que je lui dis non, je peux pas, il me dit si, t'as pas compris, on va aller dîner ensemble. Tu fais un stage dans mon cabinet, on va aller dîner. Et là, je comprends que le dîner, enfin le repas, c'est moi. Et je dis ah pardon, j'avais pas compris, c'est moi. Évidemment, on va dîner, bien sûr, j'ai pas le choix. Mais du coup, par rapport à votre femme, on fait comment? Vous voulez la prévenir que vous dînerez pas ou vous voulez que je le fasse? Et là, je la regarde comme ça, et elle m'a dit ok, elle va prévenir ma femme. Donc, je me suis fait virer. Évidemment, j'ai perdu mon stage, mais c'était pas grave. J'en trouverai un autre et j'en ai trouvé un autre. Oui. Il valait mieux même. Moi, je dis aux femmes qui veulent se construire. Déjà, il y a l'âge, c'est la première question, on n'en a pas parlé, mais voilà, je suis arrivée, j'ai eu 50 ans hier. Je suis très heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, aussi alignée. J'ai des enfants. J'ai plus de mari. J'ai un métier que j'aime, qui est un métier passion. Je me sens bien dans mes baskets. Et il y a plein de gens qui disent ouais, 50 ans, je le voyais comme ça avant. C'est la fin de la descente, c'est l'horreur, etc. Et Carl Jung dit exactement l'inverse. Il dit que la première partie de sa vie, on vit par rapport aux autres. Et ça, c'est vrai. Par rapport à qu'est-ce qu'ils vont penser, ma famille, mes amis, la société, mon patron, qu'est-ce que je dois faire. Ok, c'est par rapport à l'extérieur, il faut que je fasse des enfants, il ne faut pas que j'en fasse, qu'est-ce que la société va en penser, etc. C'est toute cette première passion. Et la deuxième, qui commence vers, je dirais, vers 40, 45, 50, j'en sais rien, on commence à se connaître un peu, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais même sexuellement, je le dis souvent, au début, dans les rapports sexuels, on est un peu, on sait pas trop, on sait pas ce qu'on aime, on n'ose pas dire. Même si on a envie de ça, arrive à un certain âge, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On sait si on a envie de découvrir des trucs ou pas du tout. On s'assume, on n'a plus envie d'être avec des gens, et ben on n'y va plus. On a vraiment une vie qui est beaucoup plus facile parce qu'on s'assume tel qu'on est, on apprend et c'est l'intérieur, recherche intérieure, qui je suis, qu'est-ce que je veux de ma vie. Et c'est une nouvelle vie et qui est vraiment, vraiment plus équilibrée et beaucoup plus agréable et plus facile à vivre. Donc, c'est dommage que ça arrive si tard parfois. Alors, et pourquoi pas? Parce que du coup, ça compense les rides qui au début t'énervent un peu et tu te dis ouais, pourquoi quand je fais ça, il y a des traits. Je me dis t'as des traits maman, j'ai des traits, mais c'est des traits, à chaque sourire un trait. Voilà, donc j'ai plein de traits. Tu parlais de ton père et c'est vrai que tu en parles dans le spectacle. Il y a des sketchs et des moments assez brillants. Tu parlais des gens qui vivent un deuil, etc. Alors, c'est pas forcément toujours évident d'en rire, mais en tout cas, là, c'est vrai que tu abordes. Il y a ce sketch du rapatriement et de la messe à l'église. Rapatriement du corps. Du corps, pardon, du rapatriement du corps, qui fait rire tout le monde. Et le sketch de l'enterrement où le prêtre prononce pas le nom de ton père correctement. C'est des moments qui sont faciles à écrire. Comment tu arrives à transformer ça en humour et puis comment tu testes la blague sur un sujet dur comme ça, où clairement tu peux faire un four et les gens peuvent trouver ça hyper choquant. Comment tu organises tout ça? L'histoire de l'enterrement de papa, donc moi, quand papa décède, je réagis très mal, je suis hospitalisée, je vais mal, et je pense que je vais plus jamais rire. J'ai plus envie de rire. Et ce qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une fille très heureuse, d'un seul coup, je suis vide. C'était compliqué si tu n'aurais plus jamais de ta vie en étant humoriste. Donc j'ai annulé des spectacles, puis à un moment donné, faut remonter sur scène. Et je remonte sur scène sans avoir envie de rire, et encore moins envie de faire rire, parce que quand vous n'avez pas envie de rire et que vous n'êtes pas bien, aller faire rire les autres, c'est encore pire. Mais je vais le faire parce que c'est mon métier, j'ai un loyer à payer, j'ai des gosses à nourrir, puis on a annulé, puis à un moment donné, il faut reprendre. Donc je monte sur scène et je me souviens que je joue le spectacle en me rappelant à quel moment je faisais quel geste, en m'imitant. Le spectacle s'arrête, je m'effondre. Pilote automatique. Pilote automatique. Je m'effondre, je pleure sur scène. Les gens, c'est fou, le rideau est là. Moi, je suis par terre, allongée sur scène. Les gens disent ah, c'était trop bien, trop drôle. Alors qu'ils ne savent pas une seconde ce qui est en train de se passer. Arrive l'enterrement de papa. Et donc, c'est un moment affreux, parce qu'il y a la boîte, on fait le cercueil et tout, c'est affreux. Et le prêtre qui dit voilà, nous sommes ici pour accueillir. Et mon père s'appelle Pierre Vigneault et il commence avec Georges Pignot. Et je dis, j'ai rêvé, il a dit Georges Pignot. Et 2 minutes après, il aura un autre nom, parce que c'est pas le même. Jules Fingot. Et là, je regarde ma sœur, et là, je commence à me marrer. Et là, j'éclate de rire à l'enterrement de mon père. Tout le monde me regarde. Et à chaque fois qu'il prononce un nom qui n'est pas le bon, je ris et je commence à pleurer de rire pendant l'enterrement de mon père. Ma sœur est morte en disant, mais c'est pas possible qu'il ne prononce même pas le nom de papa et ça. Et là, je la regarde, je fais, mais bonne nouvelle.
Papa n'est pas mort. Et du coup, ma sœur sourit aussi. Et ça va être un très beau moment. Et tout à l'heure, vous me demandez comment je voyais les signes. Ça, c'est un signe de mon père. Mon père m'a dit, les filles, ça suffit, là. Vous avez trop pleuré pour moi. Parce qu'en plus, je pense sincèrement qu'il n'y a rien de pire. Moi, le jour où je vais mourir, savoir que mes fils vont mourir, vont pleurer, ça va être affreux. Je veux que mes fils soient heureux. Donc, je pense que pour mon père, ça a dû être difficile. Et voilà. Et ce moment suspendu où on a ri à gorge déployée pendant la messe d'enterrement de mon père. Et en fait, je l'ai juste retranscrit avec mes mots, mais je l'ai retranscrit parce que j'avais envie que ce message aille plus loin, dire aux gens qui sont en deuil, je vais vous faire rire aussi parce que vous allez de nouveau rire. Il va falloir, de toute façon, il faut réapprendre à rire, ne serait-ce que pour eux. Parce qu'eux, ils voudraient vraiment pas vous voir pleurer le reste de votre vie. Et puis, il y a eu la messe d'enterrement de mon père. Et c'est le prêtre qui m'a fait rire en parlant de mon père, Pierre Vigneault. Nous sommes ici pour accueillir Jean Pignot. Veuillez vous avancer pour bénir le cercueil en chêne massif et intérieur coton d'Égypte de Jacques Pouillot. Prions pour les filles de Georges Plumeau. Il en a pas mis une dedans. Pas une fois il a prononcé correctement le nom de mon père, je pleurais de rire. Ma sœur était mortifiée. Alors je me suis penchée sur son épaule et je lui ai dit « Bonne nouvelle, papa n'est pas mort !» T'as des témoignages de gens qui ont traversé un deuil, qui ont vu cette partie-là, qu'est-ce qu'ils te disent les gens? Mais beaucoup de merci, que ce soit pour le passage sur papa ou pour le passage sur l'agression, de gens qui après, c'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux, hein, c'est merci. J'avais pas ri depuis la mort de mon frère, mais nous rendu le sourire, merci. Oui, c'est vrai qu'il faut continuer à rire, oui, merci. Moi, juste merci, c'est-à-dire que je me sens utile. Quand j'étais avocate, je me sentais utile. Quand je suis devenue humoriste, je me suis dit, mais est-ce que je vais encore être utile? Et j'avais peur. Et en fait, si, le rire est utile. Moi, j'ai un rire utile. Alors, tu en as parlé, en effet, à la fin de ton spectacle, tu parles des agressions dont tu as été victime, donc 2 agressions sexuelles et 1 viol. C'est la première fois que tu en parles. Tu évoques ce sujet, alors aussi, tu le prends par le biais de l'humour, mais malgré tout, on sent que c'est un moment quand même qui est beaucoup plus sérieux. Et puis, c'est à la fin du spectacle, peut-être c'était difficile ensuite de rebondir sur un autre sujet plus anecdotique. Pourquoi ça arrive maintenant, ton envie d'en parler, à ce moment-là de ta vie? Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai pris la décision d'abord de ne pas porter plainte parce que je n'étais pas capable d'assumer. Peut-être parce que, étant avocate, je savais ce qui allait se passer et que je n'avais pas envie de l'assumer. Porter plainte, c'est un sacerdoce, c'est un combat absolu. Il faut raconter déjà ce qui vous est arrivé. Après, il fallait faire des examens médicaux. Donc, moi, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche. Et je comprends toutes les victimes, c'est la première chose. Il y a une sensation de l'eau, de se laver, qui est vraiment importante. Là, il ne faut surtout pas. Faire dans votre intimité, être trifouillé, faire des examens médicaux, raconter à la police ce qui vous est arrivé, après assumer, si c'est pas jusqu'au tribunal, une avocate en face qui dit que vous mentez. Accepter que la version soit remise en cause. Une femme que vous savez jamais, ou un homme que vous avez jamais eu de votre vie, qui n'était pas là, qui vient défendre la théorie de l'autre, qui est une fausse théorie, mais qui va peut-être convaincre des gens. On va vous traiter de menteuse. Ensuite, on peut aussi vous accuser d'avoir porté plainte. Oui, mais bon, il y a quand même plein de femmes qui portent plainte alors que c'est pas vrai, parce qu'elles veulent ruiner sa vie, l'accuser de ceci, l'accuser de cela. Et moi, je veux pas du tout entendre tout ça. Je ne suis pas prête, je n'ai pas le courage qu'ont les femmes qui font ça, donc je décide de pas en parler. Et les années vont passer et je vis avec ce truc qui est en moi. J'ai mis un énorme chape de plomb dessus. Voilà. Et il n'y a pas de honte parce que personne n'est au courant, il n'y a pas de honte. La honte, c'est quand les autres savent ce qui vous est arrivé. Vous avez la honte parce que vous tombez devant les gens, parce que vous cassez la figure et que quelqu'un vous dit « Ah, c'est la honte ». Si vous arrive un truc et que personne n'est au courant, il n'y a pas de honte. Donc, je vis bien comme ça. Mais tu n'en gardes pas des séquelles malgré tout, de trauma dans tes autres relations et incapable de faire confiance à un mec, incapable de créer un truc. Ça va avoir des conséquences sur ma vie qui sont dramatiques. Mais pour autant, c'est ce que j'ai choisi. Je ne dis pas que c'est la solution. Je dis qu'à ce moment-là, c'est ma seule solution. Mais il faut voir à quelle époque on est aussi, parce qu'après arrive MeToo. Aujourd'hui, il y a MeToo, mais à l'époque, il n'y a pas MeToo. Quand MeToo débarque, c'est les premières femmes qui disent MeToo, faut pas oublier, ça veut dire moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai été agressée, j'ai été violée. 1, 2, 3, à travers, pas la France, le monde. Et d'un seul coup, moi qui pensais que j'étais un peu responsable de ce qui m'était arrivé, parce que le viol se passe chez moi par quelqu'un que je connais pendant que je dors, donc j'avais fait rentrer cette personne chez moi, donc je me dis, voilà.
Et puis moi, j'ai été éduquée en disant, pour pas être violée, pour pas être agressée, tu dois pas te maquiller ceci, tu dois pas cela, tu dois pas t'habiller trop court, quand tu rentrer, te faire accompagner, pas sortir trop tard, pas boire d'alcool, pas machin. Et si ça t'arrive, bah oui, mais meuf, voilà. Donc il y a ce truc-là. Donc je me sens un peu responsable en disant, mon Dieu, bon bah voilà, je suis là. MeToo débarque. Et je me dis, mais c'est pas moi le problème, en fait, il y a un problème sociétal énorme. Le patriarcat, on commence enfin à parler de ce mot, de la culture du viol, je savais pas ce que c'était. Et je me rends compte que même moi, je suis imprégnée de ça. Même moi, dans ma situation, pendant longtemps, je pense pas que c'est une agression, puisque je l'ai fait rentrer chez moi. Une agression, ça va être un truc violent, où on doit dire non, etc. Et là, moi, je dormais. Le mec a attendu que je dorme. C'est comme un mec attend qu'une femme boive de l'alcool. Mais moi, je me dis, c'est de ma faute. Il n'y a pas viol. Il n'y a pas eu ce moment où j'essaie de me débattre et j'y arrive pas. Donc je me rends compte de la folie du monde. Mais récemment, j'ai été ultra choquée quand on entend la gamine qui dit elle va rejoindre un footballeur dans un hôtel, ça se passe pas bien, elle veut partir, il la viole. Et les gens disent elle va à l'hôtel avec un footballeur, elle s'attendait à quoi? Elle s'attendait à ce qu'elle voulait. Et une femme a le droit d'aller dans un hôtel, a le droit de boire de l'alcool et même d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels. Et si à un moment donné, ça se passe pas bien, le mec devient violent, et en fait, excuse-moi, en fait, non, j'ai pas envie. Ok, je sors de la chambre. Parce que c'est légal. Alors que de rentrer dans une chambre d'hôtel, de boire de l'alcool, d'aller voir un mec, d'avoir envie d'avoir des rapports, tout ça, c'est légal. Mais se faire attraper de force par un mec, c'est pas légal. Donc il faut vraiment renverser comme ça ce que pensent les gens en disant « Mais oui, c'est vrai, t'as raison, je l'avais pas vu comme ça. » Parce qu'il y a cette culture. Et donc je me dis, ok, moi, ma lâcheté maintenant, parce que c'est de la lâcheté, il faut que je la combatte et il faut que je dise moi aussi. Tu vois ça comme de la lâcheté? C'est de la lâcheté pure. Oh, c'est marrant, je n'aurais pas qualifié ça comme ça. Moi, en tout cas, je le sens comme ça parce que si j'ai pas porté plainte, c'est parce que c'est de la lâcheté. Si je le dis pas MeToo alors que je suis une personnalité un peu connue et que je pourrais faire du bien aux gens, c'est parce que j'ai pas envie d'entendre. Elle fait ça pour vendre des places, elle fait ça pour qu'on parle d'elle, oui. Elle fait ça pour aller au cinéma, ceci, cela. J'en sais tout ce qu'on a pu entendre sur Enel, Edel, d'autres, plein de femmes courageuses. Et moi, je suis lâche par rapport au courage de ces femmes. Et je suis encore plus lâche, c'est que avec tout leur MeToo, elles m'ont fait du bien. C'est-à-dire que j'ai utilisé leur énergie, leur courage, mais moi, je n'ai pas mis le mien sur la table. Donc, à un moment donné, ça m'est insupportable. Et toute ma chape de plomb, toute mon histoire, je me rends compte que j'ai plein de séquelles à ça et que ça ne va pas du tout, que mon système ne fonctionne pas et que je vais aider les prochaines. Et pour aider les prochaines filles, pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de viols et qu'un jour, on ne sache même plus ce que c'est, il faut que je dise MeToo. Donc, je fais voilà. Et maintenant, c'est comment je vais le dire. Est-ce que je prends mon téléphone, je vais le dire moi aussi? Est-ce que je contacte des journalistes? Est-ce que je fais un tweet? Comment? Et c'est là que me vient l'idée d'en parler dans mon spectacle avec mes mots, de la façon dont j'ai envie. Et donc ça va. Et c'est là que je me dis, oui, mais je fais un spectacle d'humour. Et c'est là où je me dis, mais tu sais quoi? On va faire rire avec ça aussi. Ce qui permettra de dire aux agresseurs, vous n'aurez pas le dernier mot. Et après une agression, 2 agressions, un viol, on va continuer à rire. C'est marrant parce que les gens, au début, ils savent pas vraiment s'ils peuvent rire, tu vois. Hyper dur. Et hyper dur, tu se rends dans la salle, hop, et tout, et puis finalement, tu donnes l'autorisation. Et donc, en effet, malgré la gravité de ce que tu as subi, finalement, on arrive à faire avancer les choses, à en discuter, etc. Et c'est assez prodigieux. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'avec ça, j'ai des gens qui m'écrivent. Ouais, parce que du coup, moi, c'est ça que je voulais te demander. J'ai pas porté plainte et je le regrette. Mais je n'avais pas les capacités de le faire. Et je reçois des messages de femmes qui me disent j'hésite. Et je leur dis faites bien comme vous pouvez. Chacun fait ce qu'il peut. Ou d'autres qui me disent après votre spectacle, je suis allée porter plainte. Et je me dis, si ça a pu servir. Et même des gens qui se posent la question, je ne sais pas si j'ai le courage. Et j'essaie de déculpabiliser les femmes parce que tout le monde ne peut pas aller porter plainte. Le système aujourd'hui est tellement difficile que je comprends qu'on n'y aille pas. C'est dur de ne pas y aller parce que après, je vous le dis, je vis avec ce truc de qu'est-ce qui s'est passé derrière. Est-ce que si j'avais porté plainte, le mec aurait été arrêté? C'est ça. Peut-être est-ce qu'il a commis d'autres actes derrière? Et je vis mal tout ça. Donc, porter plainte, le courage de porter plainte, et il faut le dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de femmes policières, c'est plus facile de parler à une femme quand ça vous arrive. Les mecs se permettront moins de se moquer de vous comme on se moquait à l'époque. Il y a eu MeToo, il y a eu un énorme changement. Évidemment, il y a encore un travail énorme à faire, c'est pour ça que je fais partie de ces femmes qui continuent de se battre. Mais pour autant, par rapport à ce que j'ai connu, ce qu'a connu ma mère, ce qu'a connu ma grand-mère, où à l'époque, tu dis rien. Bien sûr. Il y a des femmes qui conseillent à leurs filles
de ma génération, hein, t'as été violée, tu ne le dis pas. Tristane Manon, qui était une des premières à dire MeToo, elle s'est fait, mais ce qu'elle a vécu, c'est l'enfer, parce qu'elle était en avance. Sa mère qui lui conseille de ne pas faire de bruit, parce que c'est un homme connu, il ne faut rien dire. Voilà. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que tu reçois beaucoup de témoignages de personnes qui vivent, de femmes qui vivent des viols, des agressions sexuelles. Mais faites le test. Quelle fréquence Faites le test. Tu vois, Demandez à vos copines, entre copines, on va se parler. Est-ce que tu t'es déjà eu une agression sexuelle? Déjà, c'est quoi une agression sexuelle? Une main dans le cul dans le métro, tout le monde. Ah bah ça, oui. Déjà, rien que cette phrase. Bah ça, oui, on l'a toutes vécu. Comme si c'était normal. De prendre des mains, de se faire toucher son corps à des parties intimes, t'as pas envie. Mais ça, dans le métro, c'est normal. Bah non, c'est pas normal en fait. On a appris que c'était normal parce que voilà. Mais nous, les femmes, est-ce que dans le métro, on voit un mec qui nous plaît, on se dit, oh tiens, je vais profiter d'un truc pour aller toucher un peu le cul. Bah non. Bien évidemment. Mais non, mais ça ne serait même pas l'idée. Et moi, alors, je le dis parce que quand ça arrive dans le métro, notamment le métro bondé, hein, c'est là où ça arrive le plus, moi j'ai arrêté de prendre le métro, j'ai acheté mon premier scooter à cause de ça, parce que j'en pouvais plus. Maintenant je suis en vélo, mais dans le métro, je donne cette technique aux femmes parce que c'est de parler très fort. Ben, ça, moi je me retournais, je fais, ça va monsieur? Elle est bien là, ta main sur mon cul, t'es bien? Et là tout le monde le regardait, il fait, mais non, mais c'est parce que je fais, oui, il y a du monde et le seul endroit où tu peux la mettre, c'est sur mes fesses. Mais il faut avoir du courage pour faire ça. Il y a des femmes qui sont trop timides, qui peuvent pas. Après, il y a un autre truc qui m'est arrivé à moi, c'est les photos intimes en airdrop. Je sais pas si tu connais cette tendance. Ah non, mais c'est affreux. Dans les transports en commun. Ouais. Affreux. Alors moi, mon téléphone, il s'appelle Robert. Remarque, j'aurais pas dû le dire. Merde. Faut que tu changes. Mais changer le nom et mettre le nom d'un mec sur son portable, iPhone de Robert, et ben je reçois plus du tout de photos intimes. Voilà, bonne technique. Parce qu'évidemment, s'il y a écrit iPhone de Pimprenel, et ben, oh, Pimprenel. Ouais, voilà. Je vais les envoyer, bah ouais. Moi, je recevais même des vidéos, c'est-à-dire même pas juste des photos de sexe, des vidéos. Donc les mecs font des travelling, voilà, des. Étudier quoi, en plus le truc. Étudier. Et je ne comprends pas l'intérêt d'envoyer ça. C'est surréaliste. Alors encore dans les mettre en transport en commun avec les airdrops, ils voient la tête. Ouais. Non mais ça, vaste sujet. On n'a pas fini d'en parler. C'est pour ça qu'il va faire encore du travail. Ouais, c'est ça. À mon avis. Et la clé, c'est la sororité. Ouais. L'entraide entre filles. Moi, j'y crois vraiment. Je crée de l'entraide vraiment autant que je peux. Je trouve, et puis c'est l'amitié fille-fille est magnifique. C'est vrai. Alors, on en a pas mal parlé. Caroline, tu as eu un long parcours jusqu'à ce spectacle. Et c'est le principe de cette émission. Je t'ai demandé de choisir 2 photos qui te tenaient à cœur. Alors, on l'a évoqué, hein, tu étais avocate, tu as changé de vie il y a quelques années pour suivre ta passion. C'est au décès de ton grand-père, je crois, que tu prends conscience que tu es mortel finalement et que tu décides de ne pas avoir de regrets dans ta vie. Alors, avant de passer à cette photo, je voulais quand même te demander quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as basculé d'avocat à humoriste. On en parle souvent dans l'émission de ce moment où finalement, voilà, on va dire, écoutez, moi les gars, ce métier sérieux qui vous rassure, papa, maman, mais désolé là, j'y arriverai pas et il va falloir que je me lance dans ce domaine-là. Comment t'as géré cette phase, toi, et quelle a été la réaction de tes parents? Tu dis que tu avais eu une éducation assez tradie, donc je me demande. Bah déjà, je leur ai pas dit. C'est-à-dire que j'ai changé de vie. Parce qu'il y a eu avant de changer de vie, il y a toute la période où tu te poses la question. Oui, non, j'y vais pas. C'est hyper difficile, surtout quand tu fais un changement de vie aussi radical que celui que j'envisageais de faire. Et à la fin, je devenais même folle parce que je disais, bon, il faut prendre une décision. J'y arrive plus, c'est 3 semaines d'en faire. Je vais prendre ma décision en jouant à pile ou face. Sérieux? Non, c'est vrai. J'avais vu que tu jouais à pile ou face pour les grandes décisions. J'avais entendu ça dans ton podcast qui s'appelle Coachcast. Et j'ai entendu cette technique du pile ou face. Je me suis dit, bon, on en parlera certainement aux gens. Ouais, non, c'est une technique. Mais quoi, t'as jeté une pièce en l'air? J'ai jeté une pièce et au moment où tu regardes le résultat, c'est pas le résultat qui compte, c'est ce que tu ressens. Oui, voilà. Et ça te permet de savoir si c'est la bonne décision ou pas. Donc je démissionne, je fais mon préavis et arrive le jour 1 où il n'y a plus de réveil qui sonne, tu n'as plus de métier. Et je ne suis pas encore humoriste. J'écris des textes, je ne sais pas encore où je vais les jouer, je ne sais pas comment ça va faire, il n'y a rien. Et donc, il va se passer quelques semaines, et puis un jour, je dîne avec mes parents, et au milieu du dîner, je fais « Ah, au fait, j'ai oublié de dire un truc, je ne suis plus avocate. » Donc c'est fait, je ne suis plus avocate. Et, ah bon? Donc pour mes parents, tout allait bien, ils sont au courant de rien. Il n'y a même pas eu tout le moment où moi je processe. On pourrait dire, c'est papa, j'envisage qu'est-ce qu'on pense? Non. Ça tombe comme ça.
Et ma C'est mère pas dit, plus mal parfois, je crois, Ah bah, d'y aller une moi, fois qu'on a pris la non, mais décision, moi, sinon c'est l'enfer. Moi, je sais que ça aurait été l'enfer. Hein. J'avais aucune envie de gérer mes parents. Déjà, il fallait que je me gère moi et mes angoisses. J'allais pas gérer les angoisses de mes parents. Donc, j'avais pris cette décision. Elle s'est imposée très vite. Je savais que ça allait être trop difficile. Je crois que j'aurais peut-être même pas réussi à y aller si j'avais eu mes parents en plus qui me mettaient la pression. Donc voilà, je leur dis ça. Ma mère pense que je suis entreprise. Je dis non, je suis humoriste. Quoi? Humoriste? Et là, ma mère, quand elle comprend humoriste, mais humoriste, c'est-à-dire, c'est quoi humoriste? C'est pas un métier humoriste, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Comment tu gagnes ta vie? Je vais écrire des textes, je vais me lancer, et puis un jour je serai à l'Olympia. Mais parce qu'ils t'ont toujours connu, avec cette envie de pousser les murs, cette énergie, certainement aussi déjà de l'humour petite. Alors certes, ça fait flipper de devenir artiste et humoriste, mais c'était si incohérent pour eux, au fond, que tu aies envie de faire rire. Non, mais j'avais fait 7 ans d'études. Donc Ouais. mes parents, ils étaient là, ils avaient payé mes études, première année de droit, deuxième, DUG, licence, maîtrise, tout ça. Donc, J'aime bien parce que tu dis Doug. Tu Oui, sais que bah moi, oui, moi maintenant. aussi je dis Doug, Bah, mais ça bien sûr, n'existe plus. j'ai pas un master, moi j'ai un DESS. Voilà. Donc, mais voilà, j'ai tous les diplômes. Et après, je suis avocate depuis quelques années. Bah, ça fait presque 8 ans que je suis avocate. J'ai passé un concours d'éloquence, qui est le truc qui lance les avocats. C'est Donc, clair. grâce à ça, tu montes ton cabinet et tout ça. Moi, je fais la conférence et j'arrête derrière. Enfin, c'est surréel. Rien ne va. Je gagne très bien ma vie. J'adore mon métier. À quel moment? Parce que souvent, quand même, les gens, quand ils changent de vie, c'est parce qu'ils sont malheureux. Parce qu'ils sont pas bien. Ce qui les aide quand même. Quand tu veux changer de vie parce que t'es pas bien, ça te pousse. Au moins, t'as peur parce que tu lâches quelque chose, tu lâches un salaire, tu lâches un truc. Mais tu sais que surtout, tu vas peut-être vers quelque chose où tu seras mieux. Alors que moi, je suis bien. Moi, je change de vie parce que je me rends compte que peut-être il y a une vaste escroquerie sur ma vie et que à cause de mon éducation, à cause de ça, j'ai pas pris le temps de me poser sur un canapé 2 secondes et de me dire, ok, c'est quoi, vas-y, t'es seule là, c'est quoi ta vie? Prends 2 minutes dans ta vie, c'est quoi ta vie? Tu t'appelles comment? T'habites où? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu veux faire? N'écoute pas la société, n'écoute pas les études, n'écoute pas ce qu'on te dit de faire, ce qu'il faut faire. Toi, t'es qui? T'as envie de quoi? Tout est possible. Vas-y, dis-le, tout est possible. Moi, mes parents m'ont jamais dit tout est possible. Mes parents, c'était médecine ou droit. Moi, mes enfants, je leur dis tout est possible. Tu veux être chanteur, sois chanteur. Même quand je pense que si mon fils me disait qu'il veut faire une grande école, je ferais, t'es sûr de pas plutôt faire de la musique? Je trouve que c'est tellement plus épanouissant de faire un truc qu'on aime, un truc pour lequel on sent qu'on est fait. La question, c'est quoi le truc qu'il y a en toi pour lequel tu sais que t'es fait? Tous les gosses qui sont malheureux dans leur vie, parce que comme moi, ils sont peut-être trop, moi, j'étais trop exubérante. Maintenant, c'est pas que t'es pas bien, c'est que t'es pas au bon endroit. Quand tu vas trouver l'endroit qui correspond à ce que t'es, tu vas être comme un poisson dans l'eau. Donc juste, réfléchis, qui es-tu, qu'est-ce que tu es? T'aimes la pâtisserie, t'aimes chanter, t'aimes danser, t'aimes courir, je sais pas. T'aimes peindre, t'aimes faire des maths, t'aimes faire des calculs, au contraire, t'es quelqu'un de très organisé, t'as envie d'organiser une boîte, ou t'as envie de... Voilà. Le plus dur, c'est de savoir justement pourquoi on est fait et d'arriver à reconnaître ce sentiment qu'on a au fond de nous et ce talent. Qui voilà. prend 5 minutes dans sa vie pour se faire un micro-bilan? Juste 5 minutes. Après que les gosses, les machins, les études. Juste 5 minutes, tu te poses et tu dis, ouais, ok, qu'est-ce que j'aime? Après, il y a autre chose et tu l'as vécu certainement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quand on décide de changer de vie, à un moment donné, on peut être limité aussi par ce risque-là. L'argent, il y a toujours des solutions. Déjà, les solutions, c'est déjà tu peux en emprunter de l'argent, tu peux demander à des emprunts à des potes, à ta famille, à des amis. Tu peux aussi te dire, bah j'ai pas d'argent, ok, bah je bosse 1 an à faire je sais pas quoi, serveuse, n'importe quoi, des métiers tu peux en trouver. Et je ne sors pas, je ne dépense rien, je thésaurise pour me donne les moyens. me donner les moyens d'eux. Il y a plein de moyens. Je peux aussi, si j'ai un appart, je le vends, ouais, mais que j'habite où? Eh ben, on prend un truc plus petit et en location. Moi, j'ai jamais été propriétaire à Paris. On peut aussi se faire retourner chez ses parents, rendre son appart, le vivre, le temps d'eux, parce qu'on veut donner une chance à son rêve. Je dis pas que c'est simple, je dis que c'est possible. Et après, c'est aussi savoir quelle est la volonté et quelle est la taille de son rêve. Il y a des gens qui veulent faire humoriste. Je leur dis, mais est-ce que c'est ça que tu veux faire? Ça se trouve, en fait, t'es pas faite pour ça, parce que c'est dur de monter sur scène. Peut-être que toi, t'aimes la scène, mais que le faire en week-end, ça te suffirait. Comme certains montent à cheval ou font du tennis. Peut-être que toi, faire du théâtre le week-end, ça irait. Faut savoir aussi ce qu'on est prêt à engager, parce que la taille du rêve derrière, et c'est une bonne chose que ce soit difficile. Parce que il faut engager beaucoup, parce que sinon, on lâche facilement. Et si on lâche vite, on n'y arrive pas. Il y a plein de moments difficiles où il n'y a personne dans la salle et je me disais, j'y arriverai jamais. Ça, vraiment, dans quoi on puise quand il y a 4 personnes ou 10 dans la salle qui rient à moitié et qui, voilà, comment on rentre pas chez soi en se disant, on rentre chez soi en pleurant, mais avant, je faisais un détour par l'Olympia.
Et je me on va en mettais parler. devant la façade de l'Olympia et en larmes, parce que j'avais eu 2 personnes qui avaient pari. Je disais, un jour, je jouerai ici. Et je disais aux passants, je disais, un jour, je jouerai là. Et je me sens, les gens, ils disaient, bon, On va appeler la police. pauvre. Si quelqu'un lui dise, non, personne, bon, bah, laissez-la rêver. Combien de temps ça a pris à partir de 6 ce ans. jour-là? 6 ans. Et on arrive là. C'est la Ouais. photo que tu as choisie. Tu veux bien nous la décrire et pourquoi tu l'as choisie? Elle est magnifique. Et ouais, elle est belle, cette photo, parce que. T'es habillée pareil. Parce Enfin, t'es que- la même couleur. Ouais, parce que ce jour-là, je réalise mon rêve. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de réaliser leur rêve. Et encore mieux que ça, des fois, quand tu réalises ton rêve, tu te rends compte qu'après. Tu dis, bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé en disant, j'étais très heureuse à cette époque-là. Mais si tu les vois à l'époque où ils la vivaient, ils n'étaient pas heureux. Donc, ils sont heureux qu'une fois que la période est passée, en se disant, ah oui, mais en fait, finalement, c'était chouette cette époque. Et ça, je trouve ça dommage, parce que moi, je fais partie de ces gens qui maintenant savent. J'ai un travail sur soi, mais comme on disait tout à l'heure, je suis quelqu'un d'heureux et je veux ressentir le moment. Donc là, juste avant de monter là, sur scène, je suis en coulisses et je me dis, tu vas te délecter de chaque seconde. Ouais, tu m'étonnes. T'as mis 6 ans pour arriver là. T'as réussi. Bravo. Je suis fière de toi. Déjà, félicitations, meuf. Bravo. Je me le dis souvent. Bravo. Ou vas-y, tiens bon, allez, ça va bien se passer. Je me parle beaucoup. Je m'encourage et j'ai pas honte d'être fière. Quand je réussis un truc, je suis fière. Alors, je disais, je suis fière d'avoir une salariée. Je suis hyper fière. Je suis fière d'avoir fait l'Olympia. Là, j'ai réservé le Grand Rex. On bosse avec ma salariée, Pauline. On bosse sur le Grand Rex au quotidien. On avance et j'ai eu une nouvelle idée, un nouveau projet. J'en ai parlé avec elle pour qu'on le fasse ensemble. Elle m'a dit ok, bingo. Je lui ai dit l'autre jour, j'ai hâte qu'on soit la première dans la salle. En disant, tu te souviens quand on en a parlé toutes les deux et voilà, c'est là. Elle sourit derrière la caméra, Pauline. Tant mieux. Ça prouve qu'elle est réelle. Oui. Mais c'est vrai. Mais voilà, en plus, voilà, donc je le dis, ça c'est la preuve que c'est possible, qu'on peut réaliser on peut réaliser un rêve, même fou. Un rêve fou. Même un rêve qui est d'une taille qui au départ paraît... Et puis j'ai envie de dire, c'est la taille des rêves. Les rêves, Aussi. c'est fait pour être fou. Sinon, c'est pas un rêve. Donc rêvez fort, rêvez grand, rêvez très très grand. Et même, de toute façon, même si vous n'arrivez pas à atteindre le rêve le plus fou, parce que moi j'en ai d'autres que je n'ai pas encore atteints, peut-être que je n'atteindrai jamais, mais c'est pas grave. C'est en visant le haut qu'on monte. C'est quoi les rêves que t'as pas encore atteints? Si c'est pas confidentiel. Bah là, ça fait un petit bout de temps que j'ai fait un film. Mais oui, on va en parler, c'était la prochaine photo. Voilà, Ouais. et mon prochain rêve, c'est de faire le 2e, mais j'ai pas Ok. encore réussi à le faire. Mais j'y travaille. Ben, Je lâche oui. pas. Je vois que tu t'attends pas d'avoir atteint un objectif pour Non. en chercher un autre. En général, il y a Non, toujours. j'en ai plein. Voilà. Mais ça, C'est c'est aussi ma façon de travailler. J'adore avoir plein de trucs sur le feu en même temps, parce que t'entends, d'un seul coup, j'ai un élan, ça sort, et c'est sur ce projet-là, et puis d'un seul coup, plus rien. C'est pas grave, je passe sur le projet d'à côté, et comme ça, du coup, celui-là, il repose. En tout cas, c'est un sacré bel exemple. Alors, on sera peut-être pas tous humoristes ou voilà, mais en tout cas, ça Mais montre. heureusement que non, il y a En plein de gens effet, qui sont finalement, pas 6 ans, c'est pas si long que ça pour faire un Olympia quand tu pars from scratch comme. Je sais pas si c'est long ou pas, mais en les tout cas, c'est Américains. mon chemin à moi. Ouais, et ça devait être sacrément jouissif et tu devais être sacrément fière. Est-ce que, alors avant de passer à ton film, en effet, est-ce que tu sais quel regard ta famille a porté sur toi quand ils t'ont vu à l'Olympia? Est-ce que ils ont dit bah ça valait le coup? Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Alors, l'Olympia, c'est un peu spécifique parce que maman est venue me voir et elle a été très, très émue. Et je pense que depuis l'Olympia, ça a changé aussi même leur vision. Ils sont un peu, ma mère était rassurée. Quand j'ai fait l'Olympia, donc en 2016, j'avais 2 Olympias. Une première, une dernière. Et mon père n'est pas venu. Il a organisé un week-end, il n'est pas venu. Et alors que je l'avais invité depuis longue date et que je lui avais dit, mais c'est mon rêve, papa, je veux que tu sois là. J'ai besoin que je veux partager ça avec toi. Et il n'est pas venu. Et il m'a dit, c'est pas grave, tu referas l'Olympia de toute façon et je viendrai au prochain. Et en 2022, quand j'ai refait l'Olympia, mon père n'est pas venu parce qu'il était mort. Et du coup, l'Olympia a toujours ce truc de regret de mon père qui était pas là. Et donc, quand j'ai refait l'Olympia, j'ai fait projeter son nom sur le mur de l'Olympia pour qu'il soit avec moi. Mais voilà, donc l'Olympia, il y a ce petit goût de bonheur absolu et un petit goût de regret quand même, parce que papa l'a pas vu, mais ma maman est venue à chaque fois. Et il faut pas aussi mettre toujours les morts sur un piédestal et oublier les vivants. Parce que j'ai eu beaucoup de moments de ma vie où j'ai parlé que de mon père, etc., parce qu'il est parti, etc. Mais j'ai la chance d'avoir ma maman
qui est encore là et qui vient à chaque fois que je joue quelque part, qui se ouais. déplace, qui est venu au Molière, qui est dans la salle, Oui. qui était hyper fier de me voir présenter les Molières et qui m'a dit que son père, mon grand-père, qui était un amoureux du théâtre et des lettres et qui m'avait fait découvrir Jacqueline Maillan, aurait été hyper fier de voir sa petite fille présenter les Molières. Donc voilà, d'être toujours, voilà, je vous dis, toujours essayer de trouver un truc positif dans chaque situation. Mais ça, cette photo-là, j'aime bien la montrer parce que d'abord, je la trouve très belle et surtout, c'est de dire, voilà, c'est possible. C'est la preuve, cette photo, c'est la preuve vivante que c'est possible, on peut réaliser son rêve. Elle est vraiment jolie. Et alors qu'on connaît personne. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, enfin, Caroline Vigneault, évidemment, elle est dans le show business et tout. Ah non. Ah non, à la base, non. Non, mais moi, déjà, je connaissais personne dans le métier d'avocate. Je suis la première avocate de ma famille. J'ai fait des études de droit à la Sorbonne. Je suis devenue avocate parce que je le voulais et je me suis battue pour avoir mon premier stage, pour être embauchée, pour trouver des clients, voilà. Et quand j'ai tout quitté, je connaissais personne dans ce métier. Je suis partie from scratch. Donc, ce que je veux dire, c'est possible de réaliser son rêve, mais pour ça, il faut, se donner les moyens, y croire, il faut bosser à mort. Voilà. Ben voilà, on voit où ça t'a mené. Alors tu le disais, tu as réalisé un film qui est d'ailleurs toujours sur Amazon Prime, qui s'appelle Flashback, et c'est la deuxième photo que tu as choisie. Pourquoi tu as choisi cette photo-là aujourd'hui ? Regardez, ça, vous voyez, quand on les met côte à côte, on le voit. Là, c'est le One Woman Show, c'est la solitude. C'est-à-dire que il y a ce moment où voilà, je suis face à plus de 2000 personnes là, à l'Olympia, et on rigole ensemble, puis les rideaux tombent et je suis seule. Et en tournée, la solitude, l'écriture seule, la scène seule. Et ça, déjà là, il y a du monde sur l'affiche, mais ça, c'est 300 personnes. Ouais, Pour forcément. réaliser ce projet. C'est moi au départ qui écris une idée, mais après c'est un producteur qui se dit « Ah, j'aime bien », ok, ensuite un diffuseur qui se dit « J'y crois », des comédiens qui vont accepter de rentrer dans la peau de personnage que j'ai inventé, des gens qui vont faire les lumières, des gens qui vont faire la caméra, le point, la nourriture le midi pour nourrir tout le monde, garder les loges pour qu'il n'y ait pas de vol. C'est plus de 300 personnes. On se rend pas compte que nous, ça passe en 1h30, Voilà. et derrière, pour réussir à créer ça, c'est les gigantesque. costumes magnifiques, les décors incroyables, parce qu'au départ, quand j'écris Tu dans ma chambre, je me dis oh, et là elle rentrait dans une pièce, elle arrive à la fenêtre, etc. Après je confie ça à quelqu'un, un magicien qui m'emmène dans des endroits, qui me dit regarde ici c'est ça, j'ai imaginé toi la scène avec là où tu as écrit la fenêtre, c'est cette fenêtre là, et d'un seul coup tout devient réel, tout ce que j'ai imaginé dans ma tête prend vie grâce au talent de toutes ces personnes. Les costumes aussi, il y a 10 époques différentes, c'est l'histoire d'une nana qui part dans le passé. Donc, et c'est plein de gens qui croient à votre histoire et qui vont se mettre au service de votre histoire et on va avoir un projet commun. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est le travail d'équipe. Et c'est pour ça que voilà, mon prochain rêve, c'est de réunir à nouveau l'équipe pour réussir à refaire un film. Voilà. Parce qu'en plus, tu as eu un casting de dingue. De Je fou. crois Sophia Aram, Gad Elmaleh, Suzanne Clément, Ouais. j'en oubliais plein d'autres. Sylvie Issa Testu. Doumbia, ouais, Sylvie Oui, Issa Testu, Doumbia. incroyable. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Ouais, certainement. Bah écoute, Amy LTR qui jouait on Jeanne te le d'Arc. souhaite. Ouais. Tu dis dans ton spectacle, tu es à la moitié de ta vie. Qu'est-ce que tu souhaites pour la deuxième moitié ? Ben, déjà, j'ai décidé que je serais heureuse la deuxième moitié de ma vie. Je pense que la seule chose qu'on peut se souhaiter vraiment, parce que sur laquelle on n'a pas trop la main, c'est la santé. Donc la santé, et encore, je dis ça, et en même temps, au moment où je le dis, je me dis, bah, bien sûr que si tu as la main, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut se donner les moyens. Ça ne veut pas dire que je vais éviter toutes les horreurs, je veux que mes enfants aillent bien, qu'il n'y ait pas d'accident, voilà. Plein de projets, plein d'envie d'en réaliser, et plein de belles rencontres avec des gens que je ne connais pas, et voilà. Et franchement, une deuxième moitié aussi chouette que la première, mais plus vite, je perds moins de temps. Alors pour terminer l'interview, j'ai noté, tu sais, des injonctions qui paraissent un peu bateau, parfois très agaçantes et un peu à la con, clairement. Ouais, mais oula. j'ai l'impression que toi, tu les as surmontées. Par exemple, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui te dit quand on veut, on peut. Qu'est-ce que t'en dis ? Moi, j'y crois. Ok. Mais j'y crois, mais évidemment, c'est facile de dire ça quand on est une femme blanche à Paris dans les années 2000. C'est beaucoup plus facile de dire quand on veut, on peut, plutôt que de dire ça à une femme noire du XVIe siècle qui était en esclavage aux États-Unis. Quand on veut, on peut. Non, donc oui, quand on veut, on peut. Mais il y a évidemment de grosses limites à ça. Croire en ses rêves ? Surtout, il faut. Il faut parce que sinon c'est trop triste, la vie est trop triste. Il faut croire en ses rêves et dès qu'on peut, dès qu'on voit une opportunité, surtout la saisir. En fait, il faut dompter la peur. Voilà. La peur, c'est vraiment un moteur, mais si elle est trop forte, elle vous terrasse. Apprendre de ses échecs ? Ah, ça, c'est très important.
Les échecs, c'est pas vraiment des échecs, c'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela, donc lui, il perd jamais. Soit il réussit, soit il apprend. Et vous savez, il y a rien. Tout le monde a entendu un échec, genre je me suis fait virer. Je me suis virée de mon. Ah, c'est le pire jour de ma vie, je viens de me faire virer comme une merde par mon patron, je suis une merde. Voilà. Vous croisez cette personne 2 ans après, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est le jour où je me suis C'est vrai que ça arrive de temps en temps. Parce que du coup, j'ai refait mon CV, j'ai retrouvé un boulot, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait ceci. Voilà, donc quoi qu'il arrive, même un truc le plus difficile à vivre va découler quelque chose qu'on ne sait pas. Et je le dis, la vie est pleine de cadeaux. Et la vie vous apporte des cadeaux. Il faut savoir les reconnaître. Et il faut les ouvrir. Super conclusion. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir.